Pavel Durov. On entend beaucoup ce nom ces derniers temps. C'est le créateur de Telegram, l'application qu'utilisent quasiment 1 milliard de personnes. Un personnage assez secret, presque une icône pour certains. Et là, il est au centre d'une affaire judiciaire, disons explosive, en France. Il a été arrêté, mis en examen, ce qui veut dire qu'un juge le soupçonne formellement de choses très graves. Complicité, de trafic de drogue, blanchiment d'argent, ce genre de choses. Pour essayer de comprendre, on va s'appuyer surtout sur un long entretien qu'il a donné au journal Le Point. L'objectif, c'est de décrypter un peu sa version des faits, sa défense, comment il voit le monde, à travers ses propres mots. Alors, comment il explique tout ça, lui? Pour lui, c'est simple. Les accusations sont absurdes. Son argument principal, c'est un peu le même que toutes les plateformes, non? Ce n'est pas parce que des criminels se servent de l'outil qu'il est coupable. C'est ça, l'argument de la neutralité de l'outil. Exactement. Et il dénonce aussi son interdiction de quitter la France. Pour lui, c'est une punition avant même qu'il y ait un jugement. Il a parlé de conditions de détention assez dures au début, un lit en béton, la lumière allumée en permanence. Et puis, il insiste sur l'impact personnel, qui serait lourd, éloigné de ses parents qui sont malades, de son bébé qui vient de naître à Dubaï, et d'un autre fils ado qui se serait blessé. Et sur le fait qu'on lui reproche de ne pas coopérer avec la justice française. Ah, là, il retourne complètement l'argument. Oui, D'après lui, c'est la police française qui n'a pas respecté les procédures internationales pour obtenir des informations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette posture de résistance face aux États, c'est pas vraiment nouveau chez lui. ah bon? Il faut se rappeler pourquoi il est parti de Russie en 2014. Il dirigeait V-Contact, qui était un peu le Facebook russe, et il a refusé à l'époque de donner au Kremlin les données d'opposants ukrainiens. Alors plutôt que de plier, il a vendu toutes ses parts et il est parti, pour préserver son indépendance, dit-il. D'accord. Donc une ligne de conduite assez constante en fait. C'est ce qu'il affirme. Il répète qu'il n'a jamais, jamais collaboré avec Moscou sur la censure politique. Telegram se veut neutre. D'ailleurs, cette neutralité, elle est attaquée autant en Russie qu'en Ukraine, hein. Pour lui, la liberté d'expression, c'est vraiment la valeur cardinale. Même pour des gens controversés. Il cite l'exemple de Trump. Et c'est pour ça qu'il ne vendrait pas à Telegram. Exactement. Il dit avoir refusé des offres. On parle de Google en 2017 qui aurait proposé 1 milliard. Il détient 100% des parts pour garantir cette indépendance. Il va même plus loin. Il accuse carrément la DGSE, les services secrets français, d'avoir essayé de le forcer à censurer des chaînes Telegram en Roumanie pendant une réunion. Ah oui, quand même. Et sa réponse, selon lui, aurait été « Je préfère mourir plutôt que de trahir mes valeurs ». C'est assez fort comme positionnement, non? Oui, c'est très radical. Et cette intransigeance qu'il affiche, on la retrouve un peu partout, dans sa vision du monde. Et même son style de vie, apparemment. Il critique, par exemple, les lois comme le règlement européen sur les services numériques. Pour lui, c'est un risque de censure généralisée. Son avis sur les autres grands noms de la tech est aussi assez tranché. Musk, trop émotif. Zuckerberg, trop adaptable, sans valeur fixe, selon lui. Sam Altman d'OpenAI, bon, en relations publiques, mais peut-être moins calé techniquement. En gros, il se voit comme le plus rationnel, le plus droit dans ses bottes, quoi. C'est un peu ça. Et son mode de vie personnel, tel qu'il le décrit, ça colle avec cette image. Très discipliné. Pas d'alcool, pas de café, pas de sucre, des bains froids. Il dit posséder très peu de choses matérielles, ni maison, ni yacht. Il parle même d'une sorte d'ascèse numérique. Il utiliserait très peu son téléphone pour rester concentré. Et sa vie de famille aussi est particulière, non? Oui, il a reconnu 6 enfants avec 3 compagnes différentes. Et il affirme en avoir plus d'une centaine d'autres via des dons de sperme. Avec un testament assez étonnant, il voudrait bloquer sa fortune pendant 30 ans après sa mort pour que ses enfants apprennent à se débrouiller seuls. Bon, revenons à Telegram. La stratégie de l'entreprise, elle reflète un peu ce personnage, non? Il mise tout sur l'expérience utilisateur, pas de publicité. L'application est très légère, ce qui la rend populaire dans les pays où Internet est lent ou limité, comme en Iran, en Afghanistan. Et tout ça avec une équipe minuscule, c'est ça? Une cinquantaine de personnes basées à Dubaï, recrutées via des concours de code très sélectifs. Et l'infrastructure technique, très important, elle est complètement hors de Russie. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour la modération et pour développer de nouvelles fonctions. D'ailleurs, son frère Nikolai, qu'il présente comme un génie, travaillerait sur une IA pensante. Et financièrement, ça tient comment?
C'est plus compliqué. Au début, il a tout financé lui-même. Mais ensuite, Telegram a dû rembourser beaucoup d'argent aux investisseurs d'un projet de crypto-monnaie qui a été interdit par la SEC, le régulateur américain. Donc, ils sont endettés. Durov dit ne toucher ni salaire ni dividende. Et pourquoi Dubaï d'ailleurs? Pour l'agilité administrative, dit-il, loin de ce qu'il appelle la bureaucratie française ou des pressions américaines. Il cite le FBI et les gag orders, ces interdictions de parler des demandes de la justice. Justement, son regard sur la France dans cet entretien, il est, comment dire, assez sévère. Ah oui. Il se dit très déçu par Emmanuel Macron, alors que Macron avait facilité sa naturalisation française, hein. Il lui reproche un manque de vision à long terme, trop de communication, une perte de compétitivité du pays, une fuite des cerveaux. C'est une critique assez dure, hein. Et ça va plus loin que Macron. Il vise toute la classe politique française. Manque de courage, tendance à chercher des boucs émissaires. Il va même jusqu'à agiter la peur d'un effondrement si les réformes tardent trop. Il compare un peu la situation à la fin de l'URSS. C'est violent comme charge. Un champion de l'indépendance à tout prix, il se voit pris dans une tempête judiciaire qu'il juge injuste, politique même, et en même temps, il critique très fortement ce qu'il voit comme les faiblesses des démocraties occidentales et de la France en particulier. Oui, et ça nous laisse avec une question de fond qui va bien au-delà de son cas personnel. Jusqu'où une plateforme comme Telegram peut-elle aller au nom de la liberté d'expression sans être tenue responsable des dérives, notamment criminelles, qui s'y passent? C'est ça la grande question. Et quelle place reste-t-il pour cette quête d'indépendance absolue face à des États qui veulent, eux, de plus en plus réguler, contrôler? Voilà, c'est toute la tension actuelle entre la tech et les pouvoirs publics finalement. Une affaire à suivre donc.